Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Cette semaine, une émission particulière consacrée à ce que certains qualifient déjà de nouvelle guerre froide. Au travers le conflit en Ukraine, la Russie s'est imposée en Europe face à l'Occident. Souvenez-vous, c'était il y a un an, la Russie annexait la Crimée. Mes chers amis, je vous félicite pour cet incroyable événement. Nous rentrons à la maison. La Crimée rejoint la Russie. Ça, c'était en 2014. Quelques mois auparavant, la Russie parvenait également à s'imposer en Syrie face à Obama qui comptait effectuer des frappes aériennes. Bref, la Russie retrouverait-elle sa puissance du XXe siècle? C'est ce qu'on va tenter de comprendre. Bonjour Israq Lebanon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien diplomate à Paris, en Colombie, au Venezuela. Vous avez été consul général d'Israël à Boston et au Canada et ancien ambassadeur d'Israël au Caire et à Genève auprès de l'ONU. Vous avez été 4 fois chef de mission, donc vous avez une grande carrière de diplomate et ça tombe très bien pour cette émission spéciale Russie. Vous allez pouvoir nous aider un peu à comprendre ce qui se passe. Est-ce que tout d'abord, la Russie a encore les moyens, d'un point de vue militaire, de se comporter comme une grande puissance? Sans aucun doute. La Russie, c'est une grande puissance, que ce soit militaire, économique ou politique. Et c'est vrai qu'elle ne constitue pas, l'antipolarisme en face des États-Unis, qui est la grande puissance, mais n'empêche que la Russie, premièrement, c'est un vaste pays. Secondo, l'économie, elle est très solide, elle est très bien ancrée, disons, avec des ressources naturelles. Mais le rouble a chuté avec les sanctions économiques. Enfin, ce sont des questions économiques qui arrivent à cause de plusieurs raisons. Et les principales raisons, ce sont les sanctions de l'Occident, des États-Unis, la crise avec l'Ukraine, etc. Mais sur le fond, il y a des ressources naturelles qui sont énormes, le pétrole, le gaz, et ce sont des choses qui sont énormes, enfin, c'est beaucoup plus que les États-Unis d'ailleurs. Donc la Russie, je crois que c'est une puissance économique, c'est une puissance militaire. Alors j'ai bien compris d'un point de vue économique ce que vous disiez, avec une monnaie qui résiste malgré les sanctions et les ressources naturelles, mais d'un point de vue militaire, elle a les moyens d'intervenir militairement dans le monde, la Russie? Intervenir, c'est une autre question. Je crois que d'un point de vue d'une menace, si elle veut menacer un pays, elle peut. Regardez, si vous prenez dans l'histoire, par exemple, toutes les interventions russes, la dernière en Afghanistan, par exemple, c'était un fiasco complet. Que ce soit en Angola ou que ce soit ailleurs, même à Cuba, etc. Donc, je crois que dans la mentalité russe, elle ne penche pas, disons, vers des interventions militaires comme le font les Américains, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, ou elle voulait le faire en Syrie, etc. Mais n'empêche que la Russie, elle travaille par proxy, et elle donne des armements qui sont des armements très sophistiqués. Vous allez dire, elle laisse des pays tiers intervenir en son nom, c'est ça que vous êtes en train de signifier? Bien sûr, des pays tiers, à la place de leur propre intervention. On le voit carrément en Syrie. C'est une doctrine de la guerre froide, finalement. C'est la doctrine russe. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu au Cambodge, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu maintenant, on l'a vu en Afghanistan, c'était un peu différent. En Ukraine, ils auraient d'intervenir assez directement tout de même. Dans le sud de l'Ukraine, sud-est de l'Ukraine, parce que ce qui est important pour la Russie en Ukraine, c'est l'île de Crimée. La Crimée. La Crimée, ils voulaient la reprendre, ils l'ont repris. Personne n'en discute aujourd'hui la question de la Crimée en ce qui concerne la Russie. Elle est retournée à la Russie, malgré que la Russie a fait un don, un cadeau à l'Ukraine. Comment est-ce que vous expliquez que l'Occident n'arrive pas à s'imposer à l'annexion du... La faiblesse de l'Occident. L'Occident a été toujours faible. Ce n'est pas la première fois que l'Occident a été joué. On l'a vu d'ailleurs dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide, dans la guerre des Balkans, etc. Lorsqu'il faut prendre une décision, ce sont une décision démocratique. Ça veut dire qu'un président autoritaire avec une armée peut annexer une région sans que qui que ce soit n'intervienne? De toute façon, lorsque vous avez un personnage autoritaire, autocratique ou dictateur, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est lui qui décide, et c'est lui qui décide, il ne doit pas passer par un système démocratique, ni au Parlement, ni au gouvernement, ni rien du tout, c'est beaucoup plus simple. On l'a vu avec la Syrie, avec les dictatures arabes. C'est beaucoup plus simple de prendre des décisions. D'ailleurs, pour l'Occident, c'est d'ailleurs beaucoup plus simple aussi de travailler avec une personne pareille. Excusez-moi, mais je pense à un parallèle un peu étrange. On a entendu certains candidats de droite pendant les élections israéliennes dire
il faut annexer telle zone et telle zone, la communauté internationale s'y accommodera. Finalement, c'est un peu le message qui a été lancé. Lorsqu'on voit la communauté internationale accepter plus ou moins l'annexion de la Crimée, c'est pas un peu un message qu'il faut comprendre dans ce sens, à savoir la communauté internationale s'accommodera d'une action? Non, regardez, premièrement, Israël, c'est pas la Russie. Secondo, nous ne sommes pas une puissance telle que la Russie. Et troisièmement, nous avons nos propres problèmes qui émanent, à mon avis, de nos propres valeurs humaines, culturelles et sociales. On ne peut pas nous changer. Le peuple juif, c'est un peuple humanitaire, il a ses propres valeurs, et ces valeurs ne correspondent pas à la région où on vit. Et le pays n'est pas dirigé par un despote. Bien sûr que non. Une dernière question générale. Au-delà, il y a beaucoup de déclarations, souvent d'animosité ou de bonnes intentions entre les États-Unis et la Russie, mais souvent d'animosité, de menaces mutuelles entre les deux pays ces derniers temps. Quelles sont les vraies relations entre les deux pays actuels? Elles sont très tenses maintenant. Qui? Les États-Unis avec la Russie? Non, elles sont très intenses, mais n'empêche qu'il y a une grande coopération en ce qui concerne les grands problèmes internationaux. Lorsque les États-Unis ont eu besoin de la Russie en ce qui concerne la Syrie, elle n'a pas hésité, malgré la tension qui existe en ce qui concerne l'Ukraine, elle a travaillé côte à côte avec la Russie. Donc je crois que d'un côté, il y a cette coopération, de l'autre côté, il y a les décisions prises par les Américains et l'Occident contre la Russie. Merci beaucoup, Yitzhak Lebanon. Merci de m'avoir invité. Et impossible de parler de la Russie sans parler de l'Europe. Avec nous, notre envoyé habituel dans l'Est de l'Ukraine, Vladimir Soloïb, bonjour. Première question, est-ce que, même avant le conflit en Ukraine, l'influence de la Russie était palpable sur place ? Absolument, oui, la Russie avait une grande influence sur l'Ukraine, même avant la guerre. Et je dirais que cette influence russe est très importante depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Il y avait beaucoup d'investissements russes en Ukraine. La ressource la plus importante de la Russie, le pétrole, passait par l'Ukraine, et la Russie avait des liens économiques, politiques, culturels et sociaux très forts avec l'Ukraine. Et en dehors de l'Ukraine, est-ce qu'il y a une influence vraiment importante de Moscou dans cette région de l'Europe ? Eh bien, Julien, la Russie a une grande influence sur toute l'Europe de l'Est. Vous vous souvenez peut-être que les pays de l'Est de l'Europe étaient considérés comme des pays satellites de l'Union soviétique. Évidemment, ces liens sociaux et économiques sont restés très importants même après l'effondrement de l'Union soviétique. Par exemple, il y a une grande communauté russe qui vit dans les pays baltes. Il y a de grandes communautés russes qui habitent dans presque tous les pays du centre et de l'Est de l'Europe. Aujourd'hui, avec cette guerre dans l'Est de l'Ukraine, on voit que cette influence est toujours bien présente. Certains pays de l'Est de l'Europe soutiennent passivement les démarches russes. Et puis, il y a aussi des pays comme la Lituanie et la Pologne qui ont très peur. Ils se sont exprimés en faveur de l'Ukraine, mais ils craignent que si l'Ukraine tombe sous l'influence de la Russie, ils seront les prochains. That if Ukraine falls under the influence of Russia, the next ones will be them. Mais pourquoi est-ce que aussi longtemps après la fin de la guerre froide, l'Est de l'Europe n'a pas réussi à s'affranchir de Moscou ? Eh bien, certains analystes disent que le président russe Vladimir Poutine s'est fixé comme mission de reconstituer la puissance de l'Union soviétique ou de l'Empire russe. Cela signifie qu'il veut restaurer le pouvoir de la Russie pour dicter les lois aux autres pays. Tout ça n'est pas loin de la réalité, vous savez. Nous devons comprendre que les dirigeants actuels de la Russie ont grandi sous l'Union soviétique. Ils ont commencé leur carrière pendant l'Union soviétique et ils veulent diriger la moitié du continent européen, sinon le monde entier. Il semble que cette guerre initiée par la Russie en Ukraine a commencé parce que la Russie a réalisé que l'Ukraine, un de ses alliés stratégiques, lui échappait. Et donc Moscou ne voulait pas que cela arrive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vladimir, depuis l'Est de l'Ukraine. Ah, merci Julien, c'était un plaisir d'être avec vous. Voilà donc pour l'Europe, et je vous le disais en ouverture, la Russie a aussi su s'imposer en Syrie en 2013. On va donc tenter de comprendre l'influence de Moscou au Moyen-Orient. Avec nous, pour en parler, Sarah Feinberg, chercheuse à l'INS et spécialiste de la Russie. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que la Russie est présente concrètement dans le conflit en Syrie ?
Oui, elle est même, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un des acteurs principaux du conflit en Syrie, puisque sans le soutien diplomatique et militaire de la Russie, Bachar el-Assad n'aurait jamais tenu près de 5 années de guerre civile. Donc la Russie est présente en Russie au sein d'une guerre qui devient de plus en plus une guerre de promiscuité, ce qu'on appelle une guerre de procuration, pardon, ce qu'on appelle le proxy war en anglais, puisque les Américains s'apprêtent à armer un certain nombre de groupes rebelles, tandis que les Russes arment depuis longtemps Bachar el-Assad. Cela dit, on pourrait voir une sortie éventuelle de la Russie du dossier syrien à travers une proposition qui circule à Moscou mais aussi à Téhéran de limiter la souveraineté de Bachar el-Assad, auquel reviendrait en gros le poste de ministre de la Défense ou en tout cas de l'armée, en échange d'une levée partielle des sanctions. Et quand on voit aujourd'hui les États-Unis dire qu'il faudrait reparler à Assad, est-ce que c'est une victoire pour Moscou ? Écoutez, les États-Unis y ont fait allusion dimanche dernier, mais cette proposition a fait l'objet d'une rétractation, puisque John Allen, qui est le représentant de Barack Obama auprès de la coalition internationale pour lutter contre l'État islamique, a dit qu'il n'en était bien entendu pas question et que les États-Unis ne voyaient la Syrie que sans Bachar el-Assad. C'est évidemment une rétractation qu'ils ont faite en réponse à l'ire d'Ankara, des Turcs qui ont vu ça d'un très mauvais œil. Toujours est-il que Moscou est extrêmement soucieux de la possibilité, en tout cas on en parle beaucoup dans les médias russes, que Washington finisse par livrer des armes à certains groupes rebelles en Syrie, car ils craignent que ces armes finiront par tomber justement dans les mains des différents groupes djihadistes que l'on trouve également aujourd'hui en Syrie. Voilà. En 2006, lorsque le Hamas a été élu au Parlement palestinien, seul Moscou avait accueilli le mouvement terroriste comme gouvernement légitime. Je parle évidemment des grands pays de ce monde. Qu'en est-il aujourd'hui du rôle de la Russie dans le conflit ici au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens ? Bon, tout d'abord, le conflit israélo-palestinien est une des pierres d'achoppement de la présence de la Russie dans la région. Les Russes sont présents auprès de l'Iran, de la Turquie et de l'Égypte. Et comme vous le savez, Poutine a annoncé un voyage dans la région, en Israël, mais aussi auprès de l'autorité palestinienne. Ce qui signifie très concrètement qu'ils ont quelque chose à proposer aux Palestiniens. Cette fameuse chose, nous ne savons pas encore de quoi il s'agit, mais ils ont un plan dans la tête. Quant à la position générale de la Russie, il s'agit d'une position qui est complètement alignée avec celle de l'Union européenne, qui est celle de la création d'un État palestinien, d'un soutien, et ça évidemment contre les Américains, jusqu'à présent, des efforts de Abou Mazen d'obtenir unilatéralement à travers les organisations internationales la reconnaissance d'un État palestinien. Donc là, il y a un alignement de faits. Vous savez que se prépare en ce moment, en tout cas ce sont les dires d'un journaliste arabe israélien, Tohamé, une forme de réconciliation du Hamas et du Fatah en réponse à la réélection de Benyamin Netanyahou. On peut imaginer que cette réconciliation, comme ce fut le cas au mois de juin dernier, sera soutenue par Moscou. Et concernant le nucléaire iranien, parce que vous avez parlé de l'influence de la Russie aussi en Iran, est-ce que Moscou n'est pas la clé de la solution des négociations ? Absolument pas. Moscou n'est pas la clé du point de vue d'Israël. Du point de vue américain, Moscou est extrêmement problématique. Un des problèmes les plus épineux de Moscou dans cette histoire en ce moment est que, comme vous le savez, les Iraniens se sont tournés vers les Américains et que les Russes sentent qu'ils ont perdu l'influence, quasiment le monopole d'influence qu'ils avaient sur Téhéran auparavant, ce qui leur livrait évidemment une carte très forte à jouer
auprès des Américains. Mais les Russes, si l'on regarde l'histoire, si vous voulez, des relations russo-iraniennes, certes, ont-ils accepté la plupart des sanctions qui ont été votées contre l'Iran et les ont-ils respectées? Mais d'un autre côté, ils ont fourni aux Iraniens la fameuse centrale nucléaire de Bushehr, qu'ils ont livrée aux Iraniens en septembre 2013. Ouais. Depuis, la fameuse agence de l'énergie atomique Rosatom a permis la construction de 2 nouveaux centres nucléaires, voire de 6 nouveaux centres nucléaires en Iran. Et les Russes ont également signé un accord qu'on appelle Oil for Good, c'est-à-dire pétrole contre biens alimentaires ou biens manufacturés, permettant aux Iraniens de gagner un petit peu d'oxygène dans le régime de pression qu'ils ont contre une livraison de pétrole iranien à Moscou. Donc évidemment, les Russes, même s'ils se présentent comme la clé de la solution, sont une partie du problème. Merci beaucoup, Sarah Feinberg, d'avoir été avec nous, chercheuse à l'INSS et spécialiste de la Russie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de ce numéro spécial de Tout un monde consacré à la Russie. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.